La vie est la vie. Chapitre 1. La profanation et l'éveil. Année 1880. Philippe Dubois, jeune archéologue français imbu de son savoir et avide de gloire, profane sans scrupule les tombes de la vallée des rois. Pour lui, ce ne sont que des objets d'étude, des marchepieds vers la reconnaissance académique. Lorsqu'il ouvre un sarcophage scellé depuis des millénaires, il ne ressent aucune crainte, seulement l'excitation de la découverte. La poussière noire et scintillante qui s'en échappe est inhalée sans méfiance. La fièvre qui le terrasse ensuite est d'une nature étrange, accompagnée de visions cauchemardesques et d'une voix murmureuse dans sa tête. Son rétablissement est miraculeux, mais il se sent différent, plus fort, plus vif, et une faim nouvelle, animale, le tenaille par moments. L'entité s'est insinuée en lui, un parasite invisible prenant racine dans son esprit et son corps. Chapitre 2. Les nuits de sang à Whitechapel. Année 1910. De retour à Londres, l'influence de l'entité sur Philippe devient de plus en plus prégnante. Des accès de rage incontrôlables le submergent, des pensées violentes et obscènes traversent son esprit. Une nuit de brouillard épais dans les ruelles sordides de Whitechapel, une dispute avec une prostituée dégénère en une explosion de violence bestiale. Philippe découvre avec horreur la force surhumaine qui sommeille en lui, la facilité avec laquelle il peut ôter une vie. La culpabilité le lacère, mais une part sombre en lui, alimentée par l'entité, savoure cette effusion de sang. Il s'enfuit, hanté par son acte, mais incapable de se défaire de la présence intérieure qui le pousse vers les ténèbres. L'entité commence à se manifester dans ses rêves, prenant des formes monstrueuses et lui murmurant des promesses de pouvoir en échange de sa soumission. Chapitre 3. L'abattoir des tranchées et la première mort. Première Guerre mondiale. Enrôlé de force dans l'horreur des tranchées, Philippe découvre que sa malédiction est aussi une forme de protection. Les balles semblent léviter, les obus explosent autour de lui, sans le blesser grièvement. Il assiste à un carnage indescriptible, la mort omniprésente, et l'entité en lui se repaît de cette souffrance ambiante, le poussant à des actes d'une froide cruauté envers l'ennemi. Un jour, pris sous un déluge d'artillerie, son corps est pulvérisé. Pourtant, quelques heures plus tard, au milieu des cadavres, il se réveille, les membres brisés se régénérant lentement, une cicatrice monstrueuse parcourant son torse. La mort n'est plus une fin pour lui, mais une transition douloureuse. L'entité se révèle plus clairement dans son esprit, une conscience distincte, moqueuse et sadique, se nourrissant de sa douleur et de celle des autres. Chapitre 4. Les horreurs du Reich et la Seconde Mort. Seconde Guerre mondiale. Errant à travers une Europe déchirée par la guerre, Philippe est un témoin impuissant des atrocités nazies. Son immortalité forcée est une torture psychologique, l'obligeant à survivre à des horreurs indescriptibles. Il tente de s'opposer à la barbarie, mais l'entité en lui sabote ses efforts, le poussant parfois à des actes de violence aveugle. Capturé par la Gestapo, il est torturé sans relâche. Finalement, il est exécuté d'une balle dans la tête. Mais dans l'obscurité froide de la morgue, ses cellules se régénèrent, la blessure se referme. Cette seconde mort le brise un peu plus, le rendant plus cynique et désabusé. L'entité se moque de sa tentative de résistance, lui montrant la futilité de la morale dans un monde aussi cruel. Chapitre 5. La quête obscure et les grimoires interdits. Année 1970. Après la guerre, Philippe se consacre à une quête obsessionnelle pour comprendre la nature de l'entité et trouver un moyen de s'en libérer. Il amasse une collection de grimoires anciens et de textes occultes, se plongeant dans les arcanes de la magie noire et des cultes oubliés. L'entité communique de plus en plus clairement avec lui révélant des bribes de son histoire, de son origine cosmique et de sa soif inextinguible. Philippe découvre qu'il n'est qu'un hôte, un vaisseau pour une force primordiale. Ses tentatives pour exorciser l'entité se soldent par des échecs sanglants, le ramenant toujours à la vie.
plus lié que jamais à son parasite intérieur. Chapitre 6. La dégénérescence et les carnages anonymes. Année 1990. L'influence de l'entité submerge de plus en plus la volonté de Philippe. Les moments de lucidité se raréfient, noyés sous des pulsions meurtrières de plus en plus fréquentes et intenses. Il laisse derrière lui une traînée de victimes anonymes, des rencontres fortuites qui se terminent dans le sang. L'entité jubile, prenant de plus en plus de contrôle sur ses actions, modelant son corps et son esprit à son image. Lors d'une nuit de folie, il met le feu à un immeuble, piégeant des dizaines d'innocents. Il périt dans les flammes, sa troisième mort, mais se réveille au milieu des cendres fumantes, son corps portant des brûlures qui se referment lentement, son regard vidé de toute humanité. L'entité a presque complètement pris le dessus. Chapitre 7. Les échos des victimes et la tentative de rédemption. Début des années 2000, par bribes, des souvenirs des vies qu'il a fauchées reviennent hanter Philippe. Les visages des morts, leurs cris de terreur, le poids de sa culpabilité refont surface lors de rares moments de clarté. Dans une tentative désespérée de se racheter, il utilise sa force et son immortalité pour aider secrètement des personnes en danger, intervenant dans des catastrophes, sauvant des vies anonymes. Mais l'ombre de l'entité plane toujours, menaçant de le replonger dans les ténèbres. Il vit comme un fantôme, changeant constamment d'identité, incapable de former des liens durables, car il sait que le monstre en lui finira par se réveiller. Chapitre 8. L'attraction des lieux maudits. Année 2015. Une découverte archéologique en Amazonie, des ruines d'une civilisation ancienne liée à des rites de mort et de résurrection, attire irrésistiblement Philippe. Il sent qu'une résonance étrange avec ces lieux, une familiarité sinistre. L'entité en lui s'agite, excité par la perspective de retrouver des vestiges de sa propre nature. Philippe se rend sur place, tiraillé entre l'espoir de trouver des réponses et la peur de réveiller des forces encore plus sombres. Les ruines sont imprégnées d'une aura de mort et de souffrance, et Philippe sent la présence d'autres entités similaires, tapies dans l'ombre. Chapitre 9. La confrontation rituelle et la quatrième mort. Année 2020. Au cœur des ruines amazoniennes, Philippe découvre un autel ancien orné de symboles obscurs. Un rituel complexe y est gravé, promettant la liaison ou la destruction des entités. Mais il n'est pas seul. D'autres hôtes, marqués par des entités différentes, convergent vers ce lieu de pouvoir. Une bataille violente et surnaturelle s'engage. Philippe affronte des créatures cauchemardesques, des reflets monstrueux de sa propre malédiction. Il est éventré, ses os brisés, sa quatrième mort, mais cette fois, la douleur est plus intense, la régénération plus lente. L'entité en lui hurle de rage et de peur face à la puissance des autres forces en présence. Chapitre 10. L'héritage obscur et l'éternité. Hanté. Utari 25. Philippe se réveille dans un bain de sang, les ruines autour de lui portant les stigmates de la bataille. Le rituel a eu un effet partiel. L'entité en lui est toujours là, mais elle est silencieuse, comme contenue, fusionnée à son être d'une manière plus profonde et plus complexe. Il ne ressent plus la même soif de sang, mais il sait que l'ombre est toujours présente, une partie intégrante de lui. Il quitte les ruines, emportant avec lui un savoir sinistre sur la nature des entités et leur présence cachée dans le monde. Il est immortel, marqué à jamais par des siècles de violence et de mort, portant le fardeau de ses crimes et l'héritage obscur de l'entité. Il sait que d'autres comme lui existent, tapis dans l'ombre de l'histoire, et que son existence éternelle sera une longue errance, hantée par les fantômes de son passé et la menace constante du monstre intérieur. Sa lutte pour un semblant de rédemption continue, dans un monde moderne ignorant tout de la guerre invisible qui se déroule dans l'ombre.